premier punch, on parle de l'importance de se planter avec Didier Lambert et Simon Delille. L'importance de se planter ou, comme on dit dans le jargon du métier, se péter la gueule. J'ai tout le temps trouvé que c'était une expression extrêmement violente pour décrire ce qu'on vit quand on se plante, ça, si on se pète la gueule. Mais je trouve tellement que ça ressemble au feeling que t'as. C'est le bon terme. Quand tu descends de scène, t'as vraiment, tu sais, le gars qui a pogné une fouille en bicycle, il a mal partout. Il est gêné de regarder le monde autour parce qu'il sait qu'il Physiquement, tu te sens pas bien. Physiquement, t'as mal. On s'est tous pété la gueule. Tout le monde. Au moins, j'allais dire au moins une fois, mais... Évidemment, je vous ai pas invité parce que je savais que vous étiez pété la gueule souvent. Là, mais on est réputé pour prendre des solides de barre. C'est mon pétage de gueule de Lille, c'est ça ton nom, mais... Moi, c'est pétage de face. Parce qu'après m'être pété à la gueule, je m'en vais me péter à la face. L'un ne va pas sans l'autre, ben souvent, mais on s'est tous pété la gueule. Souvent, pas souvent? Ouais, moi, j'espère de moins en moins souvent. Ouais. Mais c'est arrivé, oui. C'est arrivé plusieurs fois. Oui. Puis ça arrive à des moments, tu sais, mettons... au début de carrière, je pense que c'est normal, puis c'est pas des grosses débarques, parce que tu t'apprends... Comme quand tu fais du vélo au début, tu vas pas à pleine pine, là. Tu tombes alors que t'es sur le coin de la rue, puis ils ont un enfant. Mais quand t'es dans le Tour de France, là, puis t'es à 55 km/h dans le tournant, t'en prends une tabarnak, là. C'est pas la même débarque, mais t'en prends moins souvent. Mais tu veux dire... dans le sens, ça fait moins mal quand tu commences? Ben, ça fait moins mal parce que ça... Parce que tu tombes de moins haut. Tu tombes de moins haut, puis t'es en train d'apprendre quelque chose. Là. Fait que, tu sais, c'est pas des débarques... En tout cas, je vois pas ça de la même façon. Tu sais, quand ça fait une couple d'années que tu fais ça, puis là, tu penses que t'as trouvé un peu ta couleur, tu te sens groundé, tu te dis, je pense que là, j'ai trouvé une méthode, puis tout ça, puis tu te plantes, ça fait mal, parce que tu sais comme, OK, fait que tout ce que je pensais qui était acquis, ça n'a rien à voir, là, c'est parti. Là. Alors qu'au début, quand t'es encore à la recherche de toi-même, c'est des débarques normales. Fait que c'est bon, je rembarque, je continue, je rembarque, je continue. Comme un enfant qui fait du vélo, tu sais. Quand tu commences, c'est ça, ta seule consolation, c'est de te dire personne va se rappeler de ça. C'est ça. Ça fait mal quand même. C'est en scène, c'est ça. Toi, tu sais que tu t'en souviens, mais tu sais que ça n'a aucun impact sur personne dans la salle. Ouais. Ben, quoique quand t'es jeune, peut-être t'as pas l'expérience pour être ça conscient prend un de certain ça. temps pour là, te rendre compte que c'est toujours juste, c'est juste des gags, là. Personne n'est mort, là. Tu sais, il y a une espèce de moment où tu sors de scène, puis tu t'es planté, puis c'est comme si... Ben pour moi, en tout cas, c'est comme si c'était à la fin du monde. Ça te prend 2 jours à te remettre, puis t'es comme, mon Dieu, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Puis maintenant, après un certain nombre d'années puis d'expérience, c'est comme, le monde va bien aller, là. Ils vont manger, dormir, ils vont payer leur hypothèque quand même si ma joke de Bibi Geneviève va pas marcher, là. Il y a quelque chose de relativiser les affaires aussi. Mais là, tu viens de me citer, parce que moi, je faisais Baby, c'est 9944. Non, c'est pas vrai. Ça a jamais marché. Ton gros flop, tu parles, là. C'est ça. On te rappelle là, juste pour rire, le frit. Mais c'est ça, oui, tu sais, c'est normal au début, là, tu penses que ça va être de la merveille, ton numéro, là, puis là, tu l'as fait une fois, ça a rentré, tu le fais une deuxième fois, puis il n'y a rien, là, puis tu fais... Mais là, c'est quoi, là? Puis bon, en tout cas, moi, le lendemain, je prenais congé, je travaillais pas. Pour vrai? Oui. Ça se peut-tu que même, on parlait de quand t'es jeune, même vieux, tu penses, des fois, je trouve qu'on exagère l'importance du pétage de gueule. Tu sais, mettons un gars comme Alexandre Barrette, il s'est pété la gueule, puis je le dis, il en a parlé à la télévision, donc c'est pas un secret, mais il s'était pété la gueule sur scène à Juste pour rire. Devant, donc, 2000 personnes, c'était au Saint-Denis, je pense, à l'époque. Puis pourtant, il y a une super carrière aujourd'hui, quand même. J'ai l'impression que quand on le vit, on a l'impression que le monde entier tourne autour de nous autres, puis que tout le monde nous regarde se planter, puis que tout le monde va se rappeler qu'on s'est planté, puis tout le monde va avoir ça en tête à chaque fois qu'il va te voir, là, puis là, tu capotes. Ouais. Ben, tu sais, on vient de l'impro. Ben, t'as fait beaucoup d'improvisation, là, tu sais, puis ça arrive des improvisations qui marchent pas, puis que tu te pètes la gueule en impro aussi, puis tu fais, ouais, mais c'est de l'art spontané, tu sais, ça va, la prochaine, elle va bien aller, mais en humour, c'est parce que t'es supposé d'arriver préparé. Puis, tu devrais avoir le temps d'y avoir pensé à tes blagues qui finalement fonctionnent pas. Mais des fois aussi, c'est juste que le timing n'est pas là, tu dis pas l'affaire de la bonne façon, puis whoop, ou tu donnes pas la main. L'importance de donner la main au public dès le départ. Ouais. Parce que si tu leur donnes pas la main, ils vont juste te regarder en faisant « De quoi tu parles, Carlis? »
Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment de... Puis, à un moment donné, ben, t'apprends à bien la donner, quoi, que des fois, moi, ça m'arrive, ben, tu le sais, là, que je peux sortir avec une phrase qui a pas de bon sens dès le départ, puis là, le monde fait comme « Hey, là, wow. tu vas pas insulter notre coin, puis là... » Te rappelles-tu de ton plus gros pétage de gueule? Ben oui. On a tous un pire que les autres, là. Ben, j'en ai quelques-uns, mais le pire, c'était genre mon premier show à l'extérieur de Montréal. C'était au Doolies à Saint-Hyacinthe en 2011, à peu près. Je sais de où tu parles. Le Doolies. Puis, juste, tu prends la sortie, il est là. Et c'est ça, fallait que je fasse un 15 minutes, puis là, je m'étais fait inviter par l'animateur qui avait dit, ben, c'était Martin Turgeon, puis il avait dit hey, ça va bien aller, là, ça va aller dans le tapis. Puis juste avant d'embarquer, il dit inquiète-toi pas, il aime bien les jokes grivoises. Puis là, je fais ouais, mais j'en ai pas, là. C'est drôle de dire ça maintenant, mais. Mais à ce moment-là, j'en avais pas. Je faisais un numéro, c'est Proverbes ou je sais pas quoi. Puis là, c'est ça. Puis là, écoute. C'est ça le problème, justement. T'étais pas assez grivois. Mais après 3 minutes, je pense, là, puis là, ça me fait penser à une affaire. Puis je faisais mes affaires, puis il y a une fille qui fait puis elle roule les yeux. Puis ils sont 17, puis il y a mes parents qui sont venus. Oh, man! J'ai eu aucun rire. Puis après ça, le gars, pour la musique de déprésentation, il a mis dehors Caroline. Ça, c'est le meilleur gag du number. Oh, man! C'était quoi le pire, de se planter devant ses parents? Non, eux autres, ils trouvaient ça bien le fun, en fait. OK. Eux autres, ils appréciaient mon numéro. Ah oui, OK, je pensais qu'elle a dit qu'ils trouvaient ça le fun que tu te pètes la gueule, tu sais. Ils se rendaient pas compte. Ah, ils vont dire, bon, il va abandonner cette idée de carrière de niaisage, là. Ils vont tourner aux études. Eux autres, ils blâmaient vraiment le public. OK. Moi, j'ai fait, le public, c'est pas leur faute, là. C'est moi qui leur ai pas bien donné la main, mais en même temps, ils étaient beaucoup là pour le jeu des 2 erreurs, là, des 7 erreurs, pour gagner des shooters. C'était complètement absurde. Fait que c'est ça. Parce que c'est une équation quand même. T'sais, moi, la fois que je me suis le plus pété la gueule, honnêtement, humblement, c'était pas tant de ma faute. Puis, il m'est arrivé dans des bars d'arriver avec des numbers que ça n'a pas fonctionné du tout. Puis au Saint-Cyboire, moi, j'ai fait du duo. Avant de faire du solo, quand je suis déménagé de Montréal, du Saguenay à Montréal, j'étais avec un de mes amis, Pascal Grandisson, que je salue s'il nous écoute, qui est retourné au Saguenay depuis. Mais pendant à peu près un an et demi, on a fait du duo. On était les idéologistes. On se trouvait donc. C'était ça le nom de duo? Ouais, idéologistes. Les idéologistes? Ouais, c'était quand même pas si mal comme nom. Le nom était pas si pire. Mais tu sais, Junior, qui s'occupait du Saint-Cyboire dans le temps, on avait rencontré Sébastien Bourgault dans un cours du soir, qui lui jouait au Saint-Cyboire, qui nous avait mis en contact avec Junior. On a eu une première gig au Saint-Cyboire en duo, puis ça a été tough, là. Ça a été une belle... parce que nous, on arrive du Saguenay, puis au Saguenay, on faisait de l'impro. On animait, genre, les cégeps en spectacle. Kings, le monde nous a... Tu sais, il y avait les nous Kings autres... de Chicoute. Ouais. Mettons, dans le... il y avait pas de... Bon, il y a pas de soirée de stand-up. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas au Saguenay. Fait que ce qui était le plus proche de l'humour, c'était nous autres, mettons. OK. Puis quelques autres personnes. Fait qu'on partait de haut. On pensait qu'on avait déjà une couple de choses de compris, ce qui n'était pas le cas. Puis les premières fois, ça a été tough. Mais Junior a vu le potentiel. Il nous a dit, regardez, les gars, travaillez, écrivez autre chose, puis on va vous donner une date d'une couple de mois. Puis on est revenu une couple de mois plus tard, un peu meilleur qu'à la fois d'avant, mais on voyait qu'il y avait une évolution. Fait que, tu sais, dans ces moments-là, il y a eu beaucoup de soirées difficiles, mais la pire fois... Puis j'ai déjà compté à d'autres places, mais la pire fois, c'est pour un party de bureau dans le temps des fêtes, là, parce que t'es les corpos de Noël. C'est rarement le moment. Donc ça. C'est ça. Bon. Fait que je me fais appeler par une compagnie d'excavation de Québec. Ils me disent qu'il va y avoir un party de bureau dans nos bureaux. On veut un show d'humour à la fin de la soirée, tu sais, genre buffet. Le monde mange après souper, on veut. Un tirage, une piste de danse. Bon. Ouais, en fait, même pas. Moi, je pensais que ça allait être ça. J'arrive là-bas, puis là, c'est dans un bureau. Fait qu'ils ont acheté de l'alcool pour vendre, pour donner au monde dans le bureau, mais une quantité limitée quand même. Le buffet. Puis ils disent, hey, on va manger. Après manger, tu passeras sur scène à 8h30. Finalement, il est rendu 9h30, j'ai pas encore passé. Là, le boss vient me voir, il dit, ouais, là, OK, le monde va manger, mais il n'y a plus de boisson. Fait que là, il n'y a plus de bière, il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus rien à manger, il n'y a pas de DJ après moi, rien. Le monde veut juste sortir à l'eau danseuse ou whatever. Fait qu'ils attendent juste que je fasse mon number pour décalisser. Déjà, la prémisse est moyenne. Le boss, il dit, inquiète-toi pas, c'est du bon monde. Tu faisais combien de temps? À peu près 45. Une demi-heure. Ils attendent 45 minutes. Ouais, c'est long. OK, ouais. Puis, quand ton but, c'est de partir, 45 minutes, c'est long. C'est des gars d'excavation, là. C'est pas pour faire du jugement, mais les gars voulaient aller au bar, puis continuer le party ailleurs, puis les gens entendaient dire, on va aux danseuses, tout ça. Et là, il fallait qu'ils restent. Fait que là, ils ont mangé, ils ont bu, il n'y a plus rien à consommer dans les bureaux. Le boss, il dit, inquiète-toi pas, c'est du bon monde, je vais te dire un petit mot avant, je vais te présenter, puis tu vois, ils vont super cool.
Fait que je suis comme, bon, on va laisser le bénéfice du doute. Il monte sur scène, qui était comme une espèce de genre de plywood sur 2 caisses de lait, genre, avec un micro branché direct dans l'enceinte, tu sais, pas d'ampli, pas rien, là, juste direct branché, avec ça fait un genre de quand tu t'approches. Puis là, il dit aux employés, hey, vous avez bien mangé, bien bu, ouais, merci d'être là, joyeux Noël, blabla. Tu sais, comme vous savez, ça a été une année difficile pour la compagnie. Vous savez que ça n'a pas été facile pour plein de raisons. Je peux pas vous garantir que je vais être capable de tout vous garder l'année prochaine. Man, il commence avec ça. Pour jure. Puis là, sur le coup, je fais comme, il lui tire la pipe, là, c'est une joke, là. Puis non, il dit, mais tu sais, il dit, on fait notre possible, je vous garantis pas, on va essayer fort, mais regardez les autres, inquiétez-vous pas, vous allez trouver autre chose, tout ça. Voici Simon Delille. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser, pour finir la soirée, on a une surprise pour vous. Puis encore une fois, une surprise, c'est jamais une bonne idée. Puis là, il est en train de dire, on n'a plus une scène pour vous payer, sauf qu'on avait un lousse pour vous payer quelqu'un que vous connaissez pas. Fait que là, il n'y a plus rien à boire, ils ont le ventre plein, ils sont un peu pactés, ils veulent s'en aller. Il y en a qui viennent de se faire dire que peut-être l'année prochaine, ils n'ont plus de job. Puis il faut qu'il y ait un show. 45 minutes j'ai mis la cassette, puis j'ai juste parlé pendant... Mais rien, pendant 45 minutes. Ça a été le pire. Zéro, là. Zéro. Il y avait la secrétaire en avant qui souriait un peu. Elle était comme... C'est elle qui s'était occupée de moi dans la loge, qui était en fait son bureau. 45 minutes de rien. Le pire moment de ma vie. Le pire moment de ma vie. Puis là... Honnêtement, c'était pas de ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai voulu faire des jokes, j'ai voulu faire hey, wow, j'ai commencé à dire hey, merci pour la présentation, hein, ça met la table. Ben oui. En rire un peu, puis le monde était comme non. Non. Il m'en voulait pas, mais il comprenait pas pourquoi le gars il avait payé quelqu'un pour nous faire des jokes alors qu'il dit qu'il n'y a plus une scène. Ben non, mais tu viens déjà d'annoncer des coupures de poste. Ouais. En disant au monde, mais on vous dit pas qui. Ben, tu sais que si t'es le dernier rentré, t'es souvent le premier parti. Ouais. Les plus jeunes, t'es plus nerveux que les plus vieux. Mais je peux pas vous garantir. Fait que c'est quasiment pire que de dire t'es dehors. Peut-être tu vas être dehors. Parce que du pétage de gueule, que c'est pas tant que ça, pétage de gueule. Des fois, tu te plantes, mais c'est juste que la réaction est vraiment très, très mollo. Ouais, mais tu vas spotter 2-3 personnes qui t'écoutent attentivement, qui vont rire un peu ou qui vont sourire en t'écoutant. Puis là, tu t'accroches à ces 2, 3, 4 personnes-là. Mais il y a du pétage de gueule que c'est du... Moi, j'écoute, mon pire à moi, là, c'était dans une soirée de poésie. On se demande ce qui s'est passé. Tu sais, ouais, je vois ta face, mais c'était une soirée... En fait, la prémisse est déjà... je pense que j'étais encore à l'école de l'humour. Je pense. Ou l'année suivante, l'école de l'humour. Fait que déjà, j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis c'est une amie qui me dit hey, j'ai une amie à moi qui organise des soirées de poésie dans un bar qui s'appelait, je pense, le Sergent Recruteur. Ça n'existe plus, là. Non, mais c'était sur Saint-Laurent. Bref, elle dit là, elle veut rendre ça un petit peu plus multidisciplinaire, tu sais. OK, ben oui. Ça me donnait 20$, genre, tu sais, pour aller faire un numéro, tu sais. $1 constant, là. $1 de ces années-là, c'est 1000. Ça serait 47. Puis je rentre dans le bar, puis je regarde le show. Moi, je regarde le show avant mon numéro. Puis, tu sais, il y a de la poésie. Moi, j'aime la poésie, tu sais, je trouve ça le fun. Puis là, il y a un gars qui vient chanter des tunes. J'ai vu une comédienne qui faisait un monologue d'une pièce de théâtre, puis c'était drôle, puis c'était sympathique. Puis là, il y avait genre des poèmes lugubres, là, tu sais, le super... Non, c'était pas tout. Il y avait des poèmes plus straight, plus sérieux, mais tu sais, il y avait de l'humour, c'était léger, puis moi, j'étais dans la salle, puis je faisais « Ah, c'est donc ben cool, un bar où il y a une soirée de poésie, puis moi, j'étais tout ben naïf, je me disais hey, « Je reviendrais, mais crème, j'aimerais ça lire de la poésie la prochaine fois, tu sais, j'étais comme full dedans, là, il me présente, puis là, je fais mon numéro, écoute, tu sais, dans la vie, on s'est tous déjà pété la gueule, mais là, c'était pire. J'avais l'impression d'être méprisé. C'était la première fois de ma vie que j'étais sur une scène et que j'avais l'impression que j'étais une marde aux yeux d'un public au complet. J'étais un jeune, tu sais, déjà, mon stock était pas solide, là, tu sais, je sortais de l'école, je faisais beaucoup de personnages à l'école, fait que là, je faisais du stand-up, fait que, tu sais, c'était des jokes... C'était pas solide, mettons. On va dire des jokes de finissant d'école, là. Mais aucune indulgence de la part du public. Aucune fucking indulgence. J'ai vraiment senti... Puis je partais pas avec un préjugé, là. Moi, je partais avec... T'étais content, même. J'étais heureux d'être là, tu sais. Puis, écoute, je voyais il y a des gars, là, en avant de moi, là, dans les premières tables, tu sais, devant moi, qui étaient comme ça. C'est ça. Il soupirait, regardait à gauche, pas à droite, puis là, j'ai fait mon 10 minutes, genre, là, puis merci, bon. Merci, bon. La semaine d'après. Écoute, hey, man, c'était, là...
T'es pas tourné la semaine d'après pour lire des poèmes? Je les haïssais. Quand je suis sorti de là, je les haïssais. J'aurais eu envie. J'avais changé complètement mon capot de bord. J'avais envie de descendre de scène puis de dire mangez donc tout de la merde. C'est un bar qui a brûlé depuis, je pense. Oui. Mais tu sais, des fois, on interprète la réaction du public, mais des fois, c'est clair. C'est la seule fois de ma carrière où j'ai clair. vraiment senti du mépris de la part du public, tu sais. Ouais, mais c'est ça aussi quand on commence, je sais pas vous autres, mais moi j'avais tendance à focusser sur la personne ou la table qui rit pas. Ouais. Qui veulent rien savoir. Le monde a du fun, mais vous autres, là, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que je vous ai fait? Fait que là, ça me déconcentrait, puis là, moi, On est tous de même, mais moi, ça me fait capoter un peu quand je vois un humoriste sortir de scène puis être en maudit à cause d'une personne qui avait l'air bête, tu sais. Ben oui, non, mais à chaque fois, ça me fait... Tu sais, il y a 800 Focus personnes sur qui viennent. Focus sur les heures. Après ça, tu te mets à faire « OK, garde, toi, mange la merde. » Puis les autres, tu sais, mais avec l'expérience, on se focus moins. Ça. Mais même là, des fois, il y a une fois, j'étais avec Jean-Michel Anctil, je faisais sa première partie en tournée, puis on était à Chicoutimi. Fait que moi, je viens de Chicoutimi. Fait que je suis dans mon hood, auditorium du Four, qui s'appelle maintenant l'Étoile, ou peu importe. Puis, tu sais, chez nous, je suis content d'être là, le Saguenay, tu sais, fais mon numéro. Puis là, je commence mon numéro, puis ça va super bien, mais il y a 2 personnes, justement, tu sais. Il y a 2 personnes en avant, un couple, un gars qui est le même, là, mais il a l'air, il est pas content, il est en tabarnak. Il a l'air fâché, tu sais. Là, il parle à sa blonde de même, il a l'air tendu, tu sais, la grosse veine du cou. Puis là, je lui demande, ça va, toi? Il dit, ah ouais, toi, parle ailleurs, parle-moi pas, parle ailleurs. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas content que je sois là? Non, j'ai pas payé pour toi. Je dis, mais t'as pas compris, là, c'est pas... ça sera pas soustrait, là. Jean-Michel va tout faire son numéro, moi, j'étais un bonus. Toi, le pain au restaurant, ça te met en tabarnak. Toi là, t'as quelque chose de gratis de... Ouais. C'est donc T'as quelque chose de gratis de plus. Toi, ça te... Puis il était vraiment fâché. Parle-moi à moi. J'ai pas payé pour te voir, toi. Il était fâché qu'il y ait une première partie. Ah, lui, ça le faisait chier qu'il y ait une partie de son argent qui aille dans tes poches. C'est ça. Même pas, en fait, parce que le show qu'il a payé, là, Jean-Michel, il le fait au complet. Là. Il a pas amputé 15 minutes de son show pour me donner de la place. Il fait tout son show. Fait que j'étais un ajout pas plus cher. Là. J'ai dit, on ne changera pas. Là. Tout le pain au restaurant, tu ça comprends fait que lui, dans sa tête, il y a une partie de son billet qui allait pour toi. Là. Ouais. Mais, puis une infime, là, tu sais, son calcul au prorata. Mais puis après ça, je dis, puis vous, est-ce que vous êtes content que je sois là? Puis là, tout le monde était comme, ouais. Fait que, tu sais, je suis allé chercher le monde pour être con. Mais je me suis pas planté, ça a bien été. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on les voit moins. Mais il y a des fois, tu sais, comme, comment ça peut te fâcher autant? Comment tu peux être à ce point fermé? Aigri, pas rire, c'est une affaire. Mais être fâché... Non, mais quand cette personne-là, mettons, qui a l'air bête au début, puis qu'à un moment donné, tu la vois rire, t'as comme l'impression d'avoir gagné. Ouais. Comme quelque chose d'enfantin un peu, là, tu sais. Ah, je t'ai eu, mon esti. Ouais. Je t'ai eu. Oui. Puis tu sais, oui. Puis c'est correct aussi, là. Mais parce que la personne n'était pas nécessairement mal intentionnée. Lui, clairement, oui, là. Mais c'est une exception, ça n'arrive pas souvent, ces choses-là. Mais effectivement, puis avec l'expérience, je pense qu'on est capable de les spotter, mais pas en faire mention. Tu sais, je pense qu'on les voit encore, les gens qui rient pas, le monsieur avec les bras croisés. Comment mon Chris m'a t'avoir. Puis des fois, moi, quand je réussis à le faire rire, je le dis. Toi, depuis le début, je t'avais spoté, tu riais pas. Là, tu viens de rire. Moi, j'aime les prendre à témoin. J'aime, tu sais, souvent, je vais faire une prémisse de gag, puis je vais dire, tu sais, quand tu vis telle affaire, bon, je regarde une personne en particulier. J'aime ça, faire ça des fois avec ces personnes-là, justement. Je les prends à témoin dans mon gag, tu sais, je leur parle comme ça. Là, je finis le gag sur le public en général, tu sais. Hey, je reviens sur le plantage. C'est-tu vrai qu'il faut se planter? C'est-tu si utile que ça? Moi, j'ai vu un documentaire. Moi, j'aime beaucoup écouter des documentaires avec des humoristes. Les Américains, ils en font beaucoup. Là, il y a beaucoup de bons documentaires. Puis il y en a un là-dedans, à un moment donné, il y avait un chunk long de même. C'était juste des humoristes qui parlaient de l'importance de se péter, de se planter, comme quoi c'était donc formateur, puis que si tu te plantais jamais, il y a un problème là, il faut que tu te plantes à un moment donné. Puis moi, j'ai jamais pensé que c'était si important que ça de se planter. Ben, je pense... J'ai jamais pensé que si tu te plantais pas, tu manquais quelque chose. Ben non, mais je pense pas que tu manques quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de passage obligé. À un moment donné, ça rentre pas, puis il faut que tu te poses la question, comment ça se fait. Faut juste apprendre à dealer avec. Ouais, c'est ça. T'es pas un meilleur humoriste parce que tu t'es pété la gueule, me semble. Ben non. Pas... Dis de même, peut-être pas. Mais tu sais, je vois ça un peu comme... c'est parce que au début... C'est de l'expérience. C'est formateur, c'est mettons. de l'expérience. C'est formateur.
Mais au début, c'est de l'expérience. L'expérience de se planter la gueule. Ton Gilles Tremblay est très mauvais. Merci. Mais tu vois, j'ai déjà su que c'était Gilles Tremblay. Mais c'est parce que t'as dit le mot l'expérience. Ben oui. Quelqu'un qui imite Gilles Tremblay doit dire l'expérience. L'expérience de Mats Naslund qui pivote tel un Mike Lioud dans un arrêt difficile. Bref, qu'est-ce que ça allait dire, Simon? Au début, je pense que les premières années de carrière, se planter, c'est comme normal. T'as pas encore trouvé ton style d'écriture, ta couleur, t'as essayé une patente, ça n'a pas marché. Il faut faire des erreurs, je pense, pour avancer. Il faut se planter, je pense, ça va de soi. Comme à l'école, tu disais, t'as pas fait de l'école, mais c'est le même principe. À l'école, nous autres, ils nous forçaient à se planter un peu. C'est-à-dire qu'à la place de le faire nous-mêmes, on nous disait OK, ben là, la semaine prochaine, je veux que tu fasses un personnage. Ouais, mais j'ai pas envie d'en faire un. Je veux que t'en fasses un. Puis là, on en faisait un, on se faisait mal. Déjà, il fallait que tu écrives un numéro en une semaine puis que tu le présentes devant le monde le vendredi. Déjà. Puis t'avais pas d'expérience encore d'écriture. Puis, fait que. Mais c'était comme tout le monde s'est planté un peu à l'école de l'humour. Sur des beaux gros coussins. Ouais. On se plantait, mais dans une école de cirque, c'est une pratique. On avait des harnais. Oui, puis devant du monde qu'ils vivent la même chose que toi. Fait qu'en général, à l'école, ils sont assez solidaires. Ben d'ailleurs, à l'école, de plus en plus, ils acceptent que les élèves fassent des shows dans des bars. Ben là, pas cette année, mais tu sais. Moi, dans mon temps, ils acceptaient pas. Ils acceptaient pas, puis ça, c'est une mauvaise idée parce que, tu sais, se planter à l'école, là, tu t'en remets assez facilement. Ouais. Tu sais, c'est tes amis après ça, tu regardes ton texte, les profs te disent, c'est pas grave, et on trouve des solutions, puis c'est tout. Mais quand tu vas faire le même numéro que tu as scoré un vendredi à l'école, puis tu vas le faire d'un bar, puis il n'y a rien, ça fait mal. Il n'y a pas de coussin, là. Il n'y a pas d'harnais, t'avais pas de genouillère, là. C'était moi, dans c'est... le je me rappelle skatepark. quand j'ai commencé que, justement, les élèves de l'école ne pouvaient pas faire de show d'un bar. Puis là, ils se faisaient tous présenter, il est finissant de l'École nationale de l'humour, accueilli, et la personne se plantait parce que c'était son numéro de tournée qui avait tout pété en tournée des finissants. Et là, il se plantait, puis là, c'était le prochain, Didier Lambert. Moi, j'ai rien, là, je suis juste le gars. T'as rien dans ton CV pour mettre la présentation. Non, il vient de l'improvisation, c'est facile l'improvisation, comme là, j'avais pas écrit cette affaire-là. J'étais en train d'improviser. Didier Lambert. Ça, c'était Louis T, il m'avait présenté de même une fois. J'avais trouvé ça très drôle. Puis j'étais arrivé, j'avais fait, c'est cool. Puis. Mais moi, c'est Louis T comme prévu. Moi, il y a des gens qui sont pro école de l'humour, il y en a qui sont contre l'école de l'humour. Moi, je suis pro. Moi, je considère que je ferais pas ça dans la vie si j'avais pas fait l'école de l'humour. J'ai appris énormément, mais il y a une affaire que je reprochais à l'école de l'humour puis que je reproche encore aujourd'hui. En fait, peut-être moins justement si on a le droit de faire des choses. C'est que, je trouvais qu'à l'école, on nous mettait dans les meilleures conditions. Ouais. Puis t'étais jamais confronté à un flop. Même le flop, tu l'avais, mettons, le vendredi devant le groupe. Puis après ça, tu jouais devant du monde qui était tes amis, ta famille, les amis puis la famille de tes collègues. Tu sais, je pense que les meilleures réactions de shows que j'ai vues, c'était des shows d'école de l'humour. Ben oui. Des hits que j'ai vus les plus forts, c'était pas à Juste pour rire, c'était à l'École nationale de l'humour. Oui. Parce qu'on jouait devant du monde qui nous aimait d'avance. Déjà. Fait que je trouvais qu'on n'était pas préparé à aller jouer dans des conditions de marde, devant un public qui te connaît pas puis qui en a rien à crisser de toi. Ouais. Fait que c'est ça qui manquait à l'école de l'humour. Fait que tu vois, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'ils disent, ben oui, vous pouvez aller faire des shows. Mais je pense qu'ils ont peut-être accepté ça juste parce qu'ils se sont rendus compte aussi que les gens vont le faire, ou sinon les gens vont dire, hey, à choisir entre faire des shows d'un bar puis faire l'école de l'humour, je vais faire des shows d'un bar. Parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'on apprend plus à faire des shows qu'à faire de la théorie ou à faire des cours. Mais tu sais, quand moi j'enseignais, j'étais coach d'écriture à l'école de l'humour pour les deuxièmes années. Puis des fois, je checkais le texte, puis je les aidais. Puis des fois, je disais, regarde, ici, tes amis vont rire de ce gag-là. Mais ça, tu vas le faire ailleurs, puis ça rira pas. Ah oui, puis on me confrontait, non, c'est pas vrai, je vais le faire à telle date, je te le dirai. Puis 99% du temps, j'avais raison. Parce que c'est pas les mêmes gags, c'est pas la même façon de l'apporter. C'est du monde qui ont déjà les référents de toi, parce que ça fait 2 ans que tu passes ton temps avec eux autres quasiment tous les jours sans arrêt. Fait que, tu sais, c'est pas la même façon de dealer les affaires, mais ce que je veux dire tantôt, c'est que quand tu commences, au début, tu te plantes de façon plus ou moins régulière, et c'est normal parce que tu essaies des patentes. Mais à un moment donné, je pense que se planter est important quand tu penses que tu as compris. Tu sais, quand ça fait un certain nombre d'années que tu fais ça, puis là, tu fais une couple de hits, mettons, là, puis ça va bien, puis là, tu te dis que t'es bon, tu te dis que t'as des headlines, t'as des galas, puis là, à un moment donné, tu fais comme... Là, tu dis, moi, je le sais. Là, j'ai compris. C'est bon, ça arrivera plus jamais que je vais me faire mal. Ouais. Puis là, tu fais faire une jambette, puis là, tu tombes, tu fais, oui, c'est vrai. Faut que je regarde en avant quand je pédale. Faut pas que je regarde ma graine ou ma roue de vélo quand je roule. Faut toujours regarder en avant. Puis c'est comme une espèce de... Juste ramener à l'ordre, une petite claque de « Hey! Oublie pas de regarder en avant. Ah oui, c'est vrai. »
Fait que là, je pense qu'on se plante beaucoup moins. Mais quand ça arrive, c'est souvent parce que je pensais que j'avais compris, puis j'étais comme assis peut-être un peu trop sous mes lauriers, puis je pensais que c'était acquis, puis que, tu sais, si j'ai fait un l'année passée, je vais en faire un autre cette année. Puis ça, c'est un peu... je résume rapidement, mais c'est comme un petit rappel à l'ordre. Puis d'habitude, on se ramène plus facilement. Là, on est rarement genre complètement démoli pendant des semaines. On est comme, oh, OK, oh! Je mettais au-dessus de mes affaires un peu, on repart. Fait que ça revient plus vite. Moi, je pense. J'ai l'impression que l'importance de se planter, c'est plus qu'est-ce que tu fais avec. C'est pas tellement que tu vas devenir meilleur si tu te plantes, mais ça dépend de comment toi tu réagis à ton plantage. Ouais. Parce que je pense que ce qui fait la différence entre un humoriste qui va faire une carrière et un humoriste qui en fera pas, les deux se pètent la gueule au début, tu sais, tout le monde se pète la gueule. Ouais. Sauf que le bon humoriste, il se demande pourquoi il s'est pété la gueule et la réponse, c'est pas « Ah, c'est la faute des public, autres ouais. » On a vu souvent des gens se péter la gueule, puis c'est parce que le public, c'était de la merde à soir. J'ai été mal présenté. Puis c'est vrai que des fois, on est mal présenté. C'est vrai que des fois, le public est difficile. Mais si c'est ça, ton réflexe, à chaque fois que tu te plantes, de dire ils n'ont rien compris, c'est un public, eux autres, ils aiment mieux juste les jokes de boules, mettons, tu sais, je dis n'importe quoi, mais toi, tu penses que tu fais de l'humour intelligent, puis là, tu fais le public au doulise. Boule de billard, boule de... Tu comprends? J'en ai vu des gens chercher des excuses à l'extérieur, puis c'est toujours ce monde-là qui feront pas une vraie carrière après. Parce qu'ils pensent jamais qu'ils ont quelque chose à améliorer. Oui, bien, c'est ça. Il y en a qui en fait, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, là, que je nommerai pas, mais... on n'est pas obligé de nommer de monde, mais tu peux nommer des situations. Tu sais, qui font leur numéro, ça réagit pas bien, puis là, à un moment donné, c'est... Hey, là, y a-tu un problème, là? C'est quoi, là? Ça, c'est drôle, là. Celle-là est drôle, là. C'est quoi? Ça marche tout le temps, c'est quoi, là? Oui, on arrête de chicaner le monde, là. Ouais. Oh my God! Ben oui, tout le monde sait que si tu veux remonter ton public, il faut que tu leur fasses... Faut que tu chicanes un peu comme des un prof d'école primaire. « celle-là était drôle. Celle-là est drôle, là, vous êtes pas fin. » Bon. Des fois, ça peut être drôle une fois, genre, comment, celle-là, c'est drôle, là. C'est un peu plus. 8 fois dans le numéro. Puis avec il y a la façon de le dire aussi. Un genre de, hey, ça, c'est drôle, Calis. Puis, c'est drôle. C'est pas la même. Ben, moi, j'ai déjà vu quelqu'un dire que son humour était trop avant-gardiste. Puis là, tu fais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi, que dans le futur, les gens vont rire de tes blagues. Mais désolé, mais en ce moment, tu sais, t'es pas Marty McFly, là, tu le sais pas là, comment le monde va rire dans le futur. Là, Marty, j'ai trouvé une blague! Il faut aller la jouer en 2037! Mais, tu sais, tu te pètes la gueule, puis il faut être capable d'introspection, il faut être capable d'humilité, il faut être capable de... Ben, c'est ça, c'est l'humilité. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'ils sont rendus là. Mais non, t'as juste carré dans un open mic, là. Calme-toi, là. Ouais. Tu sais, OK, t'étais le meilleur des moins expérimentés puis des moins bons, mais va dans une soirée normale après, puis après ça, score, là, puis score à l'autre place. Un moment donné, là, calme-toi. Puis il joue dans des conditions différentes. Il joue d'une grande salle, il joue d'un bar, il joue d'un open mic, il joue d'un corpo. Va jouer ailleurs qu'à Montréal. Oui. Déjà là, il joue pour la télé. Tu sais, les captations de télé, c'est pas la même chose. Tu sais, prochain stand-up, c'est un concours télé en plus. Il y a plein de... C'est pas parce que t'es bon, t'as fait un bon number à l'Abreuvoir que t'es prêt à faire un gala. Moi, j'avais gagné Cégep en spectacle avec un numéro, là, puis j'étais fier, là, puis je faisais les auditions juste pour rire, puis j'avais gagné dans ma région, puis là, j'arrivais en finale des auditions juste pour rire en ayant l'impression que là, je pouvais pas être meilleur que j'étais là, tu sais. Puis c'est vrai, à ce moment-là, tu peux pas être meilleur que tu étais. Probablement, effectivement. Ben mais après ça a été de réaliser, ça arrive pas tant que ça. Quand j'ai fait Cégep en spectacle, le monde riait, j'ai des claps, puis tu sais, c'est un triomphe, là. Oui, la salle porte ton nom depuis. Non, ça, c'était au secondaire. Okay. Mais après ça, j'étais au Club Soda pour la finale nationale. C'était l'année... C'est-tu Stéphane Rousseau? Non, c'est Martin Petit qui avait gagné. Stéphane Rousseau venait faire la partie hors concours à la fin, lui. Mais, puis là, tu réalises, OK, il y en a qui marchent plus fort que moi. Ah, cette joke-là, elle marche plus fort que ça d'habitude. Puis là, c'est comme un gros retour à la réalité. Là. Tu sais, tu te ramènes les pieds sur terre, puis tu fais si, OK, je suis jeune. Je suis pas mature. Je me suis pas. C'est peut-être une de mes fiertés, c'est je suis pas sorti de là en me disant ils ont rien compris. Ils comprennent rien, je suis avant-gardiste.
Ça va être drôle en 2020. Ça va être drôle en 2020. Aujourd'hui, ce numéro-là... C'est un numéro dans ton... Probablement qu'aujourd'hui, je me pèterais la gueule si je faisais ce numéro-là. C'est sûr. Mais moi, j'ai travaillé avec Cathy Gauthier. J'ai animé avec Cathy Gauthier sur un gala juste pour rire. Puis elle avait une philosophie que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aimais sa philosophie, mais je n'étais pas d'accord avec sa philosophie. Je vous explique. Elle disait... S'il te plaît. Non, mais tu comprends? Vous allez voir, vous allez tout comprendre. C'est que elle disait, moi, si je me pète la gueule, c'est jamais la faute du public. Elle dit, moi, je pense qu'un humoriste qui se pète la gueule, c'est jamais la faute du public. T'as toujours quelque chose que t'as pas fait comme il faut. Puis j'aimais beaucoup cette philosophie-là parce que je suis pas d'accord avec sa philosophie dans le sens que moi, je pense que des fois, ça existe un mauvais public. Oui. Ça existe un mauvais pacing. Tu as été mal placé dans le show. Moi, j'ai vu des humoristes se semi-planter parce qu'ils passaient tout de suite après un numéro ou un numéro tellement élevé, tellement cru, tellement rentre dedans que l'autre après, il avait l'air de passe-partout. Fait que ça se peut tout ça, mais j'aime beaucoup l'idée que c'est jamais la faute des autres parce que c'est ça qui fait que tu vas chercher à être meilleur. Oui. C'est-tu la faute du public, des fois? Ben, je suis d'accord avec Cathy en disant qu'il y a toujours une part qui vient de nous, là. Mais tu dis jamais... tu penses pas qu'il y a des shows où c'était impossible de fonctionner? Oui, il y en a que... J'en ai nommé un tantôt. Oui, ben celle-là, pour vrai, je vois pas comment ça aurait pu marcher. C'est possible. Mais il existe effectivement des publics là, qui sont plus mollo, qui sont plus tranquilles, qui sont oversensibles, puis tu sais pas pourquoi, là, puis tu comprends pas, ou tu sais pas, tu viens qu'à te poser la question pendant que tu joues à « Mais qu'est-ce que vous aimez, tabarnak? » Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ben oui. Genre, pour que vous riez pas à mes jokes. Puis là, moi, je peux rapidement, vu qu'il n'y a rien de vraiment très bien écrit, je switch, puis là, un moment donné, là, ça rit. Fait que là, il aime ça, les jokes grivoises. Fait qu'on va y aller. Ouais. Et là, oh non, là, arrête de parler de ça. Puis, ben là, Chris, là, je me suis posé la question, j'ai réussi à aller chercher, je les ai perdus. Un moment donné, là, eux autres sont de la merde. Mais il y a une part de responsabilité qui vient de l'individu. C'est jamais juste la faute de tout l'autre. Moi, je suis très zone grise. Je pense pas que... Oui, je pense que l'humoriste, mettons, d'une équation mathématique, il y a, mettons, pacing / le setup de la soirée, le public, puis l'humoriste. Mettons que c'est les trois variantes qu'il y a dans chaque show. Puis quand tu te plantes, ben, c'est toujours un peu des trois. Mais c'est toujours plus l'humoriste. T'sais, si le public était de la merde, tu n'étais pas à la bonne place dans le pacing, bon, tu vas avec 2 brises. Mais encore, si tu travailles fort, tu peux quand même te débrouiller puis sortir de quoi de bon. Mais si tu vois que, dans le pace, je suis placé... Parce que des fois, il y en a qui partent déjà en se disant qu'ils vont se planter. Je suis placé après le numéro... Tu sais, d'un gala, des fois, là, j'ai été dans des numéros... mon numéro était placé juste après un gros numéro de groupe, tu sais, qu'il y a 15 invités, des grosses vedettes, puis là, ça chante, ça danse, grosse affaire, puis là, passe, ça tombe en mon number, tu tombes de haut. Mais je me disais, je suis d'un gars-là, Chris, on y va, on le fait pareil. Le public, après ça, c'est une autre affaire, que j'ai pas le contrôle dessus. Mais c'est ça, c'est que la variante, avec l'expérience, la seule variante sur laquelle tu as le contrôle, c'est ton shit à toi. Ouais. Ce que le monde va faire, ce que le monde va dire, quand est-ce qu'ils vont rire, il va te faire chaud dans la salle, tu vas être où dans le pacing, ça t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ça. Puis à un moment donné, tu finis par comprendre ça, puis ça paraît que tu te plantes pareil, puis c'est correct aussi, mais tu te plantes moins quand tu réalises que ouais, mais ce que le public, ce que madame-là, elle trouve drôle, ou comment ils sont habillés, ou comment il y a de monde dans la salle, ou quelle température il fait, là, ça te regarde pas. Ça se peut-tu que l'humoriste, des fois, je vois des humoristes creuser le tombe sur scène. Ben oui. Tu sais, tu parlais du gars qui réagit mal puis qui dit « Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à soir? Vous avez pas le goût de rire? » Mais pourquoi tu dis ça, man? Il y a aucun public qui va dire « OK, on embarque, t'as raison, on va se craquer. » C'est un show pardon! C'est vrai qu'on est de la merde, hein? Ou tu sais, ça arrive de voir un humoriste puis OK, dès le début, il n'y a pas les réactions qu'il veut, fait qu'il garoche tout le reste de son show. En se disant, je vais sortir de scène au plus Chris, question de m'en aller chez nous, puis de passer à d'autres choses. Fait que là, tu le vois, puis tu fais, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, voyons donc, t'es donc bien pas bon. Après ça, on va pas dire que c'est la faute du public. T'es poche, tu l'as pas. Qu'est-ce que tu fais, tu sais?
Mais tu sais, se planter, des fois, tu te rends compte en sortant, des fois, tu te rends compte au début, des fois, tu te rends compte dans le milieu. Mais il faut que tu passes un peu par les mêmes étapes que le deuil. Tu sais, t'as comme un genre de choc de « Oh, Chris, ça rentre pas ». Puis là, t'as un déni de genre « Non, c'est eux autres qui sont de la merde, moi, je suis bon ». Puis après ça, t'as de la colère, de la tristesse, c'est pas aussi segmenté que ça. Mais c'est un peu par les mêmes étapes qu'on passe jusqu'à temps de l'accepter, de « Bon, je me suis planté, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ». Puis ça, des fois, ça va plus ou moins vite. T'sais. Mais il y en a qui sont dans le déni tout le long. C'est pas de leur faute. Là, ils deviennent fâchés. Là, le déni et la colère, ça se juxtapose de... Vous ne comprenez pas, vous riez pas ce gag-là. Vous êtes tombés des estis de poires. Non, wow. Ça, ton gag est peut-être pas clair. Tu vas peut-être pas délivrer comme il faut. Chanter, va ailleurs, faire autre chose. Mais avec l'expérience, c'est plus simple de jouer avec... Tu dis, il aime moins ces genres de gags-là, je peux aller là parce que j'ai aussi ce matériel-là. Ouais, mais ça, là, c'est si tu laisses la place à l'impro, tu sais. Moi, j'avoue, mettons, si je fais mon show, à moi, il est écrit, là. Je vais pas dire au monde, OK, je vais changer de sujet, finalement. Tu sais, mettons dans un bar où tu t'amuses, puis tu déconnes, puis tu fais, OK, je vais faire un autre bit à la place de celui-là. Mais dans un one-man show, ou quand tu vas roder un number, si j'écris un number sur ma belle-mère, je vais pas dire en plein milieu, hey, je vais vous parler de mon chien, finalement. Mais quand tu dois pas te planter souvent dans ton one-man show. Non, il a été rodé assez. Puis le monde vient de voir Laurent Paquin. Ils sont déjà en partie convaincus. On se plante plus souvent dans des galas où on a genre ces 7 minutes-là qu'on peut pas faire autre chose parce que c'est ces 7 minutes-là qu'on a été engagé. Ou dans des bars qu'on va roder des nouvelles patentes. Ou des headlines. Ou des headlines, c'est ça. Même dans les headlines, on peut switcher un peu nos matériel. Là-dedans, on peut circuler là-dedans, mais des fois pas tant que ça. Mais tu sais, j'ai pensé qu'il y a des shows plus le fun que d'autres. J'en ai fait, on en a fait avec toi, moi puis Didier. Il y a des shows qui vont mieux que d'autres. Mais t'as planté dans ton show, genre l'entièreté du show, tu t'es planté. Ça doit pas arriver souvent. Non, c'est ça. Rendu à ce niveau-là, je pense pas. Là, en rodage, peut-être, quand tu des numéros, ce numéro-là, il n'aura pas bien été. L'expérience aussi fait qu'à un moment donné, t'arrives, puis c'est pas pour me vanter, mais j'ai l'impression que j'arrive à ne jamais me planter complètement. Il voulait en arriver là depuis le début. Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est vrai que tu essaies des affaires, mais il y a peut-être aussi le préjugé favorable que le public a quand tu es déjà connu, mais j'ai l'impression que quand j'arrive avec du nouveau stock, j'arrive à tout le temps savoir, j'ai au moins 2-3 gags que je sais à peu près certain que ça va marcher. Fait que c'est rare, mettons, que je me pète la gueule. J'ai fait l'open mic au bordel une fois avec un 5 minutes complètement nouveau que j'avais jamais fait, puis ça a pas ri beaucoup, mais j'avais au moins 2-3. C'était-tu sur le siégé ou je sais pas quoi? Je pense que j'étais là. Sur... je sais... t'as peu. Ah non, ça, c'est la tirade là, sur le fait d'être assis. Oui. Ça se peut, mais ça, je me rappelle pas de m'être planté avec celle-là. Non, mais... tu t'étais pas planté avec ça, en fait. Oui, j'étais là. Il me semble que je t'ai vu dans un open mic, mais c'est pas... mais c'est parce qu'à un moment donné, quand j'ai rodé mon show, moi, j'ai fait des open mic au bordel pendant quasiment... tu jouais le soir. Un mois et demi, je venais à toutes les semaines avec un 5 minutes vraiment que j'avais jamais fait, que je trouvais qu'il était pas assez sécure pour le faire dans une vraie soirée régulière. Là. Je le faisais à l'open mic, puis des fois, j'avais mon texte dans les mains, puis je disais au monde... Si c'est pas bon, vous avez payé 5$. L'open mic, c'est quand même cool pour ça. Tu as les jeunes qui débutent, qui viennent essayer de se faire une petite place dans le milieu, puis se faire voir, puis peut-être se faire une place à revoir bordel, ou tu sais, faire comme lui, il est bon, on va le rappeler pour telle affaire. Puis t'as du monde plus d'espérance comme toi, ou même nous deux, que on va quasiment pas se planter, mais on accepte le fait que ça se peut, tu sais. Quand j'arrive à l'open mic, j'ai 5 minutes de nouveau, j'ai comme, oh pisse, je suis à l'open mic, là, je vais pas... non, c'est ça. Puis, comme tu dis, il y a toujours au moins 2-3 gags que ça va rire celle-là, là. Puis quand au pire... tu te plantes, mais que t'as pas l'air si malheureux. Ouais, c'est ça. C'est voulu. C'est ça. Tu sais, quand tu te plantes puis que tu t'en ris... Ben oui, mais... Tu sais, quelqu'un qui se plante puis que tu vois que la personne est un peu... OK, tu sens que dans sa tête, ça fait OK, je pensais qu'il y aurait des rires là. Fait que là, il enchaîne avec son prochain gag, puis là, tout le monde est de même. Tout le monde est mal à l'aise pour lui. Comme un gars qui essaie de jongler puis qui échappe constamment sa troisième quille. Là, tu fais Puis, je suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres, mais quand j'entends quelqu'un... Moi, ça me fait rire beaucoup. Moi, je suis pas capable. Quelqu'un qui se pète la gueule, t'aimes ça? Oui. Ben, ça me fait rire, là. Je sais pas pourquoi. C'est comme quelqu'un qui a une vidéo de fail, des gars qui tombent de... Je faisais un 2 fois 30 minutes avec un autre humoriste que je vais taire le nom, mais on était à Joliette, puis il était avant moi, puis... Écoute, il a commencé ça n'a pas ri de la demi-heure. Je pense qu'il a fait quelque chose comme 45 minutes de stock en une demi-heure. Puis il y avait juste moi en arrière qui pleurait de rire. Je le voyais paniquer, puis je faisais « Asti que c'est drôle! »
Mais si quelqu'un avec qui t'étais à l'aise de rire, mettons, tu peux-tu rire de lui après le show, mettons? Puis dire, ça n'a pas rentré, hein? Ben oui, c'est ça. On refaisait la route anyway en revenant. Là, Une chance, c'était pas les auditions pour faire un gala. Mais je me rappelle, ça faisait 9 mois qu'il buvait pas. Puis ce soir-là, il en a viré une tabarnak. Pour vrai? Ah, Il a échappé. C'est triste. il est crampé raide. Mais je comprends ton feeling. Mais j'aime encore mieux quand quelqu'un m'a joué. Parce que, tu sais, il y en a des fois que mettons, quand on a plus. Nous trois, mais quand on a plus d'expérience, puis on arrive, mettons, à l'open mic, puis il y a du monde qui débute, qui nous voit, ils viennent nous parler, puis ils sont pas impressionnés, mais ils sont contents de pouvoir jouer avec nous autres parce qu'on est rarement sur les mêmes shows, tu sais. Puis il y en a qui sont comme, hey, tu sais, la dernière fois que je t'ai vu à tel show, c'était vraiment bon, puis des fois, ils disent, je peux-tu t'essayer un gag, tu sais, ils sont super gentils, puis ils essaient d'être discrets. Puis d'autres qui se la jouent, genre, moi, je suis un avant-gardiste, ça va être drôle dans 30 ans, là. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, non, moi, tu sais, j'ai fait 1 heure de stock à Québec, t'as fait 1 heure de stock? Puis ils se la jouent comme si ils m'apprenaient quelque chose, puis là, ils se plantent. Moi, là, je trouve ça drôle. Là, je suis comme... Si t'as creusé ta tombe avant, pis c'est pas genre narquois ou je veux dire je veux les voir échouer, mais juste, regarde, c'est à ça que ça sert à se planter. Ce que tu viens de faire là, c'est un bon exemple. Tu t'es enflé la tête, tu pensais que t'avais compris, tu t'es fait dire que non. Reviens sur terre et continue à travailler. Moi, c'est une des affaires que j'aime à l'open mic. Ouais. À l'open mic, t'as de tout, là, tu sais. Puis il y a des moments même touchants, là. Tu sais, moi, j'ai vu une dame faire un numéro, une dame qui avait un handicap, je sais pas si c'était dû à quoi, c'était-tu une paralysie cérébrale, mais tu sais, c'était très léger, puis elle avait de la difficulté à parler comme ça, tu sais. Puis elle faisait des jokes là-dessus, puis c'était drôle. Et le monde riait, puis c'était comme émouvant. Tu sais, cette madame-là, elle a fait ça, je pense que c'était la première fois ou la deuxième fois qu'elle faisait. Tu sais, elle avait aucune expérience. Elle sûrement ça depuis 20 ans. Fait que t'as ça, t'as l'humoriste super connu qui vient tester du nouveau matériel, et t'as le jeune qui pense qu'il sait qu'il est drôle. Il sait, lui, il est drôle. Puis il s'est fait planter dans la vie, il a une paralysie cérébrale. Ça fait du bien, là. Puis c'est... Oui, mais c'est ça qui est formidable, t'as de tout. Mais après ça, il va dire, c'est parce que le monde avait pitié de la madame. Ben non, pas chier. Peut-être qu'il s'est dit ça aussi. Mais tu vois la personne qui rush sur scène, puis il y a des fois où j'ai l'impression que je suis capable de lire dans les pensées de la personne, puis que la personne est en train de se dire... OK, c'est pas aussi facile que je pensais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'humour, t'as juste à monter sur scène et à jouer le cave comme tu fais dans la vie de tous les jours, puis que là, le monde va rire, puis que... c'est comme regarder quelqu'un faire une cabane à oiseaux, faire comme... 3-4 morceaux de bois et 2 vis, on réglait ça. Puis là, t'as fait peut-être tout croche, les oiseaux meurent, du tétanos dedans, parce que t'as pas, je sais pas, tu sais. Il y a quelque chose de... Tu sais, il y a une sélection naturelle qui se fait aussi, là. Ceux qui se planter, ça fait partie du processus. Personne ne se plante pas. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Même tout le monde se plante à plus ou moins grande échelle au début. Ou se semi-plante. Louis-José Hood ne doit pas se péter la gueule souvent, toi non plus. Mais ça arrive des fois qu'il est pas content, puis il l'a échappé, puis il apprend de ça. Mais ceux qui apprennent pas, on les revoit plus un moment donné. T'sais, ceux qui apprennent pas, puis ils se la jouent de c'est tout le temps le public, puis c'est jamais de leur faute, puis ils apprennent rien de ça, un moment donné, ils sont plus assez bons. Ils sont pas assez bons humoristes, ils sont pas assez bons êtres humains. Parce qu'au-delà d'être un meilleur humoriste quand tu te plantes, t'es un meilleur être humain d'humilité, de faire comme hey man, si tu fais des jokes, là, ça se peut que tu te plantes, t'as pas guéri personne, t'as pas sauvé la vie de personne, t'as fait des jokes, là, ça a pas marché, tu feras mieux la prochaine fois, relax, calm down. Moi j'ai l'impression que les meilleurs humoristes, c'est ceux qui, quand ils se plantent ou qui se semi-plantent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent le texte. Ouais. Pourquoi? OK, bon, cette joke-là, pourquoi? Puis là, ils pensent, puis là, ils analysent, puis là, ils disent, OK, cette joke-là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On la reword. Ça prend... Tu sais, on dit souvent que les humoristes, c'est des gros égos. Oui. Puis moi, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je trouve que ça demande une extrême humilité pour faire de l'humour, pour admettre que, OK, j'étais pas bon. Oui, ben moi, je m'enregistre tout le temps, fait qu'au lieu de rechecker mon texte, moi, je réécoute, puis je fais... Ah oui, mais j'ai oublié de dire ça. C'est la clé. La clé était là, puis je l'ai pas dit. T'arrives au callback, tu te rends compte que t'as pas fait de la joke d'avant qui fait le callback. Ce gag-là. Je prends plus de chance. Ça arrive, je me rends compte du callback. Je me rends compte que j'ai un callback à faire, puis j'ai pas fait la joke au début. Puis là, avant de me rendre à mon callback, je réalise. Puis pendant que je fais ma joke, je fais ah, si, c'est vrai, j'ai pas fait la première joke. Fait que là, tu cherches une façon de revenir en arrière pour aller essayer de faire la joke pour faire le callback. Finalement, ça marche. Des fois, c'est plus... Je gère mes gags comme je gère la série de films Fast and Furious. Je fais 9 prequels de chaque gag pour être sûr que le monde comprenne la 10e. Mais non. Il y a plusieurs méthodes. Mais oui, ça prend beaucoup d'humilité. Puis cette humilité-là, elle s'apprend en ayant des tapes à gueule. Si ça vaut tout le temps bien, tu l'auras pas, cette humilité-là. Tu penses que c'est tout le temps bon.
Dans cette optique-là, c'est utile. Je pense qu'il y a aussi l'expérience du fait que chaque gag est pas si important que ça. Je pense que quand t'es jeune, t'as tellement pas de matériel que chaque joke que t'as, c'est comme ton enfant, là, tu sais. Puis, tu sais, que quand on dit tu devrais enlever cette joke-là, il y en a un qui fait la même joke que toi. Puis là, tu fais « Ah non, moi, je veux la garder, là, tu sais, c'est à moi, cette joke-là, elle marche. » tu sais. Gollum avec l'anneau. Puis à un moment donné, avec le temps, avec l'expérience, tu sais que tu vas en chier des jokes la semaine prochaine, puis que tu vas en écrire du nouveau, puis tu réalises que c'est pas si important. Puis... C'est comme si un plombier faisait un évier, il a fait une esti belle job d'évier, puis là, il voulait pas partir de la maison parce que c'est le plus beau évier qu'il a fait. Mais non, tu vas en faire d'autres, des contrats demain. Là, c'est ça, décroche. Mais je pense avec l'expérience, tu accordes moins d'importance à la qualité pas, ça va mal sortir ce que je veux dire là, mais tu sais que ça se peut que ton gag soit pas bon. Ça se peut. Au lieu de t'accrocher à ton gag puis te dire j'en ai tellement pas beaucoup, j'ai pas les moyens d'en jeter. Ouais. Alors que, tu vois, mettons, aujourd'hui, moi, c'est une des affaires que j'aime le plus faire quand j'écris un numéro, là, c'est de jeter du stock. Jeter des gags. Moi, je peux jeter un 5 minutes, puis ça... Même couper un bon gag. J'ai pas de... Ouais, mais c'est rare que tu coupes un bon gag, mais des fois, il fit juste pas. C'est ça. Fait que tu dis, je le prendrai dans Dommage, je l'aimais. Je le mettrai ailleurs. Je vais le mettre dans un numéro que je ferai dans un gala, mettons. Mais tu sais, arriver à couper complètement un bit de même, moi, j'ai du fun à faire ça. Je me dis, OK, ça marche pas? Ben, ça marche pas. J'en ai d'autres. J'ai d'autres jokes. Puis tu sais, couper, tu sais aussi qu'avec l'expérience, des fois, on aime un gag, mais pas pour les bonnes raisons. Puis on le garde parce que nous, il nous fait rire. Ouais. Mais c'est pas un bon gag pour le reste du monde. Puis on le garde quasiment par orgueil. Puis maintenant, après un certain temps, c'est comme, regarde. Et l'humilité. Ou garde-le pour te faire plaisir, mais admets que c'est ça. Oui, non, mais moi, c'est ça aussi. Je pense que j'en ai un ou deux dans mon show que ça rit jamais, mais je fais, moi, ça me fait rire. Je suis désolé, là. Je le garde. Mais mettons, toi, j'ai pas payé, mais... Tu fais ton show, quand tu fais ton show d'un soir à l'autre, tu te dis jamais exactement pareil parce que t'écris pas nécessairement. Puis c'est beaucoup improvisé. Ton delivery. C'est-à-dire que t'arrives toujours au punch qui est prévu, là, c'est-à-dire t'as ton gag que tu sais que c'est là que tu vas arriver, mais pour te rendre là, le chemin est jamais exactement le même. Non. Fait que si un soir, mettons, ça marche pas, comment tu fais pour te dire, la prochaine fois, je vais faire ça comme ça, si tu le sais que d'un soir à l'autre, tu le referas pas pareil anyway? Ben, en fait, à force de le faire, il vient qu'à se placer. OK. Parce que tu dis jeter du stock. Moi, je m'en rends même pas compte que je jette du stock parce que j'arrive avec une idée, puis là, je fais un 4 minutes. Puis après ça, ben, OK, ça marche, puis là, ça m'amène d'autres idées dedans. Fait que là, m'amener, puis là, ça peut monter à 15 minutes. Puis après ça, ça redescend à 8. Puis après ça, ça redevient 12. Puis après ça, ça redevient 6. Puis après ça, ça... Ouais. Fait qu'il y a plein d'affaires qui se tassent puis qui s'en vont. Puis mais ultimement, à un moment donné, ben, le numéro, il est rodé, puis c'est ça. Mais je peux encore avoir des flashs dedans. Puis là... Mais moi, évidemment, on a travaillé ensemble. On a fait de la tournée un bout ensemble. Ouais. Puis c'est une affaire qui m'avait frappé. J'ai dit, je sais pas comment il fait, lui. Pour faire à chaque soir pas exactement la même affaire. Non, pis, même une fois, je me rappelle... Je me disais, mais comment tu fais pour savoir après c'est quoi le meilleur delivery? Le meilleur wording pour un gag? À un moment donné, tu trouves le wording idéal, puis tu le gardes de même. Ben, je me disais, d'un soir à l'autre, je me dis, comment il fait? Ben, je m'enregistre, puis là, je check pourquoi. Là, j'en check un, mettons, pour commencer. Je vais en écouter un où ça a marché. Juste pour me faire plaisir, faire OK. Là, je réécoute l'autre qui n'a pas marché, puis je fais ou qui a moins marché. À Valleyfield, j'avais eu 0 rire, là, je m'en rappelle. Là, puis, là, je me rappelle pas. Là. Moi, je m'en rappelle. Là, même moi. Il n'y avait eu aucun rire. Peut-être 2-3, là, mais tu sais, puis il y avait même eu une madame qui était fâchée, mais ça... C'est ça. Puis après ça, puis en même temps, il y avait un gars de Juste pour rire qui venait pour voir si je pouvais faire un gala avec ce numéro-là. Ah non, ce soir-là? Ouais. Puis là, il a fait, ça sera pas possible. Puis je pense que c'est 2 semaines après, Guy m'avait vu à Brossard, puis il a fait, man, c'était écœurant, ce numéro-là. Ouais. Tu fais un gala avec ça? Je fais, ben non. Non, regarde, tu viens aux soirées à Laval, là, puis à la Valkyrie, je pense. Ouais. Je suis arrivé là, j'ai eu un standing, puis là, le gars qui faisait la programmation a fait, hey man, mais non, voyons donc, c'est pas le même numéro que j'ai vu, mais oui, puis non. Mais des fois, ça n'a pas besoin de pas grand-chose. Des fois, il y a tu twists ça de gros, le delivery ou l'angle, tu sais, puis ça devient un autre number. Oui, complètement. La frustration de ne pas avoir trouvé l'élément. Tu fais, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché à soir? Des fois c'est une clé.
C'est ça. Une affaire. Moi, j'ai fait une première... J'ai fait mon premier one-man show. J'avais joué dans... C'était-tu le vieux clocher de Sherbrooke? Mais tu sais, la salle est au sous-sol, là, tu sais, c'est une petite salle. Okay. Puis genre, de toute la première partie, j'ai presque pas eu de rire. Puis après ça, en deuxième partie, j'ai commencé la deuxième partie en m'en sacrant un peu. Puis là, j'ai commencé en disant... Hey, en passant, moi, c'est Laurent Paquin. Bonjour, on s'est pas vraiment présenté. Puis là, j'ai comme senti un... Bon, il nous parle. Okay, au début, c'est comme si j'avais passé 45 minutes à pas leur parler. Puis là, j'ai fait, mais c'est donc bien important. Le premier contact, les premiers mots, la première phrase, comment tu crées un lien avec le monde. Puis j'avais réalisé que pendant 45 minutes de première partie, j'avais pas réussi à créer le lien. Puis qu'en deuxième partie, juste en me présentant, puis en disant, hey, je me suis pas présenté, Laurent Paquin. Puis là, déjà, puis la deuxième partie a super bien été. Comme si c'était deux shows complètement différents. Quand je fais des premières parties avec toi ou n'importe qui ou des corpos, même mon show, j'ai moins besoin de le faire dans mon show, mais je commence toujours avec une couple de jokes de casting. Tu sais, j'ai un casting, pas de cheveux, tout ça, blabla. Tu t'adresses à du monde qui te connaissent pas tant que ça, ou je fais qui une sont couple de pas jokes venus pour toi. Puis ouais, c'est ça. Puis je casse tout de suite je sais que le monde peut des fois se poser des questions par rapport au pas de sourcils, ça peut être un peu bizarre. Déjà, t'as pas de cheveux. Non, mais... C'est récent. Moderna, il s'est passé quelque chose. Tu voulais pas t'en faire poser à un moment donné? Oui. Je suis encore en train de magasiner, mais sur Amazon, c'est backorder. Ça a l'air que les demandes de sourcils ont explosé. Ah non, ça, puis le bois cette année. Le bois, puis les sourcils, c'est pas achetable. C'est pas achetable. Je voulais me faire un deck en sourcils, puis des tatous. Hein? Des tatous de sourcils. On m'a déjà dit ça. Les oitiers. En fait, on m'a déjà dit dans un tournage. Tu devrais te faire tatouer des sourcils. Non, pas tatouer. Il y a une maquilleuse qui m'avait dit si tu veux, je peux te faire des petits sourcils. Tu sais, fins, délicats, ça paraîtra pas trop. J'étais parti à rire. Comme Chris, tant qu'à m'en faire. Je m'en ferais faire des gros tabarnak, là, tu sais. Gros show Marx. Des gros Chris. Je dirais du Jacques Languérand. Je veux que ça finisse. Je veux être de Grinch, là. Je veux que ça finisse tout de suite, là. Les moustaches de Tom Des Selleck. sourcils. C'est ça, ouais, c'est ça. Oui, qui ont l'air de la moustache du bonhomme Monopoly. Je suis même pas capable de lever l'arcade, c'est trop lourd, là. Ah! Je veux des gros sourcils. Ouais. Mais, je crée le contact comme ça en disant, regarde, je connais mon look, je connais mon casting, je suis à l'aise avec ça. 2-3 gags là-dessus, ça prend 2 minutes. Puis, il y a des fois que je le faisais pas, ça. Puis, je chantais que je pédalais plus dans mes numbers. Donc, 2 minutes-là, règle. Lesquels, il n'y a pas des malaises. J'ai l'impression que quand les gens te connaissent, tu peux déjà commencer en parlant de ce que tu veux. Exact. Quand tu t'envoies les premières J'ai envie de vous parler de la politique, j'ai envie de vous parler de mon voyage à Cancun. Ouais. Je commence déjà là-dedans, mais quand tu es zéro connu, on dirait qu'il faut que tu te présentes un peu. Oui, il faut que tu te présentes. Puis tu sais, quand moi, je viens d'une drôle de famille. Moi, ma mère, c'est si. Moi, puis quand tu es un humoriste, mettons, d'une autre communauté culturelle, ben tu peux dire, moi, je viens de tel pays, notre famille, c'est de même que ça se passe. Puis là, les gens font, OK, on apprend à te connaître. Puis l'année prochaine, quand on va te revoir, tu nous conteras ton voyage à Cancun. En attendant, on te connaît pas. Mais quand tu t'envoies les premières claques, le monde sont beaucoup plus ouverts à ce que tu en donnes à d'autres aussi. Tu sais, quand tu ris toi au début, l'autodérision, c'est toujours payant. Une arme payante à utiliser, pas juste ça. Mais quand tu commences en te disant des jokes sur toi, en riant un peu de toi, ta condition de whatever, puis qu'après ça, tu t'envoies un gag sur quelqu'un d'autre ou un groupe ou n'importe quoi d'autre, c'est plus comme. Il est capable de rire de lui, on accepte beaucoup plus qu'il rit du reste. C'est pas ça que tu as une joke sur toi, puis tu peux te mettre à être raciste et homophobe. Ça, c'est le dit, là. Mais en étant ta première cible, c'est toujours plus facile après ça d'aller ailleurs puis que ça soit accepté, je pense. C'est un gars faire des premières parties. Moi, quand j'ai commencé dans ma carrière, c'était pas du tout la norme d'avoir une première partie. J'aurais voulu en faire. Au contraire, moi, je le vois comme. Mais il n'y en avait pas dans le temps. Fait que, tu sais, je me suis des fois, parce que les deux, ça donne que vous avez fait ma première partie. Puis des fois, je trouvais le public pas assez généreux. Puis j'étais fâché un peu. Puis je me disais, Caroline, c'est mes amis. Il me semble que le monde devrait être fin avec mes amis. T'as le goût que ça marche bien. Mais c'est-tu frustrant de faire une première partie un soir où ça marche pas, en sachant que ton numéro que tu viens de faire là, que tu parlais de Valleyfield, c'est un numéro que tu as dû faire ailleurs puis qui marchait ailleurs? Oui, je l'ai fait plein de fois. Ça fait-tu chier? Est-ce qu'on se dit, faites-vous des premières parties juste parce que ça paye un peu puis que c'est... non, en fait, c'est l'expérience. C'est un privilège, là. T'es dans une grande salle, t'es devant une salle comble, là, que... La plupart du temps. Fait que, tu sais, c'est correct, c'est cool. Puis justement, le fait que ça rit moins, mais que tu réussisses à donner la main, puis là, il y a des fois, ça marchait, là, full pub, puis tu fais, là, Colin, c'est le fun. Mais il y a d'autres fois où, c'était mollo, puis d'autres fois où c'était pas... Fait que, c'est ça, c'est de... Il y en a des fois, c'est ça, la salle, elle veut pas. Regarde-toi, là, c'est ça, comme tu as dit tantôt, le gars, pas payé pour toi. Ben, c'est ça, mais il y a moyen de
Non, j'aime ça. Moi, je trouve pas ça... Ben, tu sais, commencer un show là, d'emblée, en première partie, puis commencer un gala, commencer un show n'importe où, c'est un peu ingrat d'être le premier, tout le temps. Tu sais, je pense. D'emblée. Mais en même temps, le premier, c'est l'animateur en Oui, gala, mais même là, t'sais. comme tu sais, là, l'animateur puis le premier invité... Je pense quand même que le premier invité, il y a toujours une pression de... Oui. Tu sais, même commencer au bordel, qui est une place formidable où jouer, être premier, ça veut dire que tu vas te planter. Je dis pas que c'est pas le fun, mais c'est toujours une petite coche plus tough. Mais tu sais, quand toi, Laurent Paquin, quand Jean-Michel Anctil, quand Pat Gros me demande de faire sa première partie, il n'y a pas un once de moi qui se dit « Ah, peut-être que le monde va être lourd, il va falloir que je les réchauffe. » Blablabla. C'est ça la job qu'on m'a demandé de faire. Ouais. Première partie d'un humoriste que je respecte, souvent un ami, dans une salle que moi, je joue rarement parce que mon show ne remplit pas cette salle-là, mon nom ne remplit pas cette salle-là. Puis le diffuseur va me voir, puis le gars de la salle va me voir, puis du monde du public qui me connaissait pas va me voir. C'est juste du positif. C'est sûr que des fois, c'est plus tough. C'est sûr que des fois, c'est plus tough, mais jamais j'ai eu un genre de « Ah, c'est un job ingrate ». Pas tout, au contraire. Non, c'est ça. Au contraire, je me sens, pour tous les humoristes, tous mes amis, collègues qui rêveraient de faire des tournées puis des premières parties pour des humoristes comme toi, comme Jean-Michel, comme peu importe. J'ai eu la chance de le faire, j'ai la chance de le faire, j'apprécie chaque seconde, puis des fois, c'est plus tough, puis regarde, ça arrive, mais de façon générale, tu sais aussi, en essayant d'en faire la première partie, qu'il y a certains types de shows que tu fites plus comme première partie. T'sais. Comme avec Jean-Michel, c'était le fun. Avec Jean-Michel, c'était super le fun, mais je fitais un petit peu moins dans son créneau. Sébastien Ouellet, qui en a fait aussi, lui, il fitait un petit peu plus. C'est pour ça qu'on alternait, puis je faisais une belle job. Là. Je dis pas que c'était pas... Ça n'a rien à voir avec Jean-Michel, son show était super bon, mais son public était un peu moins ce que moi je fais. Le tien un peu plus, tu sais. Okay. Mariana aussi, Pat Gros aussi, puis tu sais, ça m'a permis aussi de savoir, OK, moi je me dirige plus dans ces genres de... Je sais qu'en faisant une première partie de cette personne-là, ça va sûrement m'attirer du monde dans mon show parce qu'ils viennent chercher un même genre d'humour peu, puis c'est intéressant de tout voir ça aussi, là, tu sais. Mais jamais avec un genre de... Ou je vais le faire pour le cash, parce que c'est... Oui, c'est de l'argent, mais c'est pas non plus des affaires qui sont archi payantes, des gros corpos on y fait en jet, tu sais. C'est le fun, il y a un cachet, puis on est content, il faut qu'il y en ait un. En jet à un corpo. C'est le fun d'aller en jet à un corpo. Tu vois? En Jetta. En Jetta, oui. Ben, tu le sais, t'as fait ma première partie, fait qu'on partait en jet. En jet, assez fréquemment. Oui. C'était un peu chiant parce qu'on allait jouer, mettons, à Drummondville. C'est con. Fait que c'était plus long que d'y aller en char. C'est le temps d'attente. Oui, après ça, embarquer, après ça, décoller. Les douanes à Drummond. Ça allait plus vite de monter en char, mais tu sais... pour le trip. Quand t'as un standing aussi c'est moins trillant d'arriver en jet. 8 minutes de jet pour 8 minutes de show. T'étais aussi longtemps en jet que sur scène. Moi, j'avais une anecdote de plantage, mais je pense qu'on a fait assez long. Je ne vais pas vous éterniser tout ça, mais il y a des fois où on se plante et il y a comme rien à retenir. Je pense que c'est les pires plantages. Parce que tu peux pas dire « j'ai appris de quoi ce soir-là ». Tu sais, j'ai fait un show dans un tournoi de golf. Oh, je te crois que c'est de la merde. Déjà en partant, ben j'ai fait des tournois de golf qui étaient le fun, mais c'est pas la majorité. Pour vrai, la majorité des tournois de golf, c'est de la merde, on va se le dire. Mais, désolé, je sais pas. Mais non, mais c'est pour des raisons normales. Moi, en tout cas, j'adore ça. Mais les tournois de golf, souvent, c'est hyper payant, justement parce qu'ils savent que tout le monde refuse. Ou ben non, tu vas avoir des humoristes zéro connus, puis là, ça marchera pas. Puis, tu sais... Mais bref, je faisais un tournoi de golf, c'était au Bourbon Street, à Mont-Roland, ça se peut-tu? Dans le nord, en tout cas, le Bourbon Street. Et j'étais zéro connu. J'avais 1 an ou 2 d'expérience. Puis là, je faisais un show d'une demi-heure au Bourbon Street avec Mathieu Gratton. Moi, je faisais 20 minutes, lui, il faisait 10 minutes. Puis là, le deal, c'était, moi, je rentre sur scène, je fais un 5 minutes, le temps de réchauffer le monde. Là, puis après ça, je présente Mathieu qui vient faire son 10 minutes. Puis après ça, je reviens, je fais mon 10-15 qui me reste, tu sais. Puis là, j'ai commencé le show. En fait, il y avait un animateur du genre de radio, C'est en forme, tout le monde! Oui, une grosse voix comme ça, d'un animateur qui venait du coin. Est-ce que tout le monde a pris son dessert? Parfait. Alors, on enchaîne. C'est ça, ben ouais, c'était un peu... On a le service des desserts. On vous rappelle que blablabla, vous pouvez nous écouter sur les ondes de 102, machin, je sais pas quoi. Puis le gars parle, puis zéro. Les gens écoutent zéro. C'est un tournoi de golf. Les gens avaient bu là, sur le terrain toute la journée. Là, c'est un tournoi bénéfice, je pense. Il y avait Guy Carbonneau dans la salle. Puis déjà, tu te plantes devant Guy Carbonneau, c'est pas le fun. Mais les gens n'ont jamais arrêté de parler pour l'animateur. Jamais ils ont arrêté, mais ne serait-ce qu'une seconde, là, juste pour dire c'est-tu intéressant, zéro. Puis là, il me présente moi. Là, je fais mon stock.
le plus solide là, que j'avais à l'époque. Puis j'avais quand même des jokes solides à l'époque. Tu sais, j'étais rendu... j'avais un peu d'expérience. Les gens n'ont jamais arrêté de parler. Pas une crise de seconde. J'ai fait tout mon stock, finalement. Parce que je me disais, avant de présenter Mathieu, je veux que le monde soit là. Ah oui. Je veux au moins qu'ils écoutent. Oui, mais non. Ils n'ont jamais... Tu sais, des fois, il y a 4-5 personnes qui t'écoutent. Là, zéro. Ce n'était que du... pendant une demi-heure. C'est terrible. J'ai déjà fait ça. Puis, fait que moi, j'ai fait tout mon stock. Puis quand j'avais plus de stock, j'ai fait, ben voici, mesdames, messieurs, Mathieu Gratton. Puis là, on s'est croisés sur scène, Mathieu, puis moi, je lui ai fait, désolé, man. Et tout ce que... Puis lui a fait son numéro. Personne n'a jamais écouté. Puis je suis sorti de là en me disant, j'aurais rien pu faire. Non. Ben non, c'est ça. Non. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Ben, il aurait fallu que tu fasses comme il fallait. Il aurait fallu que tu sois très agressif, là, puis très... Hey, comment? Puis même là, tu aurais eu une attention un peu, puis ça serait reparti, tu sais. Il y en a qui n'ont rien à faire. Ouais, puis ça... Ou il aurait fallu que je fasse tirer un char, tu comprends? Il aurait fallu que je dise, hey, OK, je vais faire tirer mon char. Moi, Même là, de ta hey, gueule. Tout ton char, t'as peut-être une Hyundai Accent, ils sont comme je suis en Mercedes. J'ai une Corolla 90 à faire tirer. À peine rouillée. Hey, merci les boys! Ben, merci à à toi, toi. Merci les amis d'être venus. Hey, évidemment, les gens écoutent le podcast, ils peuvent l'écouter n'importe quand. Fait que, mais vous avez des médias sociaux sur lesquels on peut vous suivre parce que Oui, je ben dis, oui. tu peux plugger ton show de la semaine prochaine, mais si les gens écoutent le podcast dans 2 ans... Non, mais on peut aller sur didierlambert.com, puis il y a Ouais. les dates de show qui s'en viennent. Là. T'es sur Facebook, t'es sur Instagram. Instagram, j'apprends encore. T'es moins Instagram, J'ai mettons. bien de la misère à comprendre comment mettre de quoi. Quand tu vas être jeune, tu vas comprendre. Quand... C'est avant-gardiste. Non, mais tu sais, des fois, je veux faire une story. Hey, moi, je suis rendu à puis une 35 000 publication. sur Instagram. Là. 35 000, Quand bon. même. C'est très bon. Ben, c'est bon, oui, mais... Je suis même pas à 5. Pour l'âge que j'ai, pour les années d'expérience, je devrais être plus que ça, mais je maîtrise pas encore le média. Ça mais va venir, ça. Oui, c'est ça, je lâche pas, je fais des efforts. 35 000, c'est bon. Simon, on peut te suivre où? Ben, simondelille.ca pour les dates de show qui s'en viennent, pour mon show. Puis moi aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Les Bons Dimanches, où je reçois des invités comme vous, messieurs, où on mange en jasant. Avant, je recevais du monde chez nous. Je préparais de la bouffe. Là, c'est un traiteur qui livre de la bouffe chez mes invités. On fait ça sur nos laptops. On est sur Patreon, donc patreon.com/les bons dimanches. Et aussi sur YouTube. Donc, les bons dimanches. Mais si vous voulez nous aider, le Patreon, il y a du contenu exclusif pour les membres, des capsules que je fais strictement pour les membres. Puis sinon, c'est ça. Facebook, Instagram, Twitter. Ton podcast, là, tu le fais, tu dis les invités sont chacun chez eux à cause de la pandémie. À cause de la pandémie, de la COVID. Puis de plus en plus, on va pouvoir se permettre de le faire. Ton but, ça va être de pouvoir éventuellement de le refaire. Nous, ici, on a calculé la distance entre les invités. On a un grand studio, ce qui fait qu'on peut être en personne, même si on est encore en période de distanciation. Voilà, mais tu sais, faire de la bouffe encore, c'est encore un peu compliqué. Pour l'instant, j'ai un traiteur qui s'est associé à moi. On livre ça chez les invités, puis chez nous, puis on fait ça sur nos ordi. Puis Didier l'a fait de récemment, c'est super le fun. Ouais. Éventuellement, oui, le but, ça va être de le refaire en présentiel, c'est plus le fun. Mais on retrouve quand même l'ambiance que j'avais laissée, parce que c'est un podcast que j'avais commencé en 2017. Ouais. Fait qu'il y a comme une 60 épisodes disponibles sur YouTube. Et vous allez voir la version avant, la nouvelle version. On a encore beaucoup de plaisir. Puis le fait de manger en faisant un podcast, c'est niaiseux, mais ça amène à un autre angle. Ouais. Tu sais que tu parleras pas de la même chose que dans un autre podcast, parce que déjà, tu as la bouffe, qui est un autre sujet. C'est rare dans un podcast. La prémisse, c'est tu parles de ce que tu aimes manger. Puis là, ça fait que tu parles avec quelqu'un qui va te parler de son enfance. Parce que ce plat-là... Je sais pas la formule maintenant, mais dans notre temps, c'était... Tu nous demandais... Comfort food. Comfort food. C'est quoi ton comfort food? Puis là, tu nous faisais ça. Fait que là, on pouvait t'expliquer déjà pourquoi c'était du comfort food pour nous autres. Puis aussi l'ambiance, parce que tu sais, le monde arrivait chez nous, même chez eux, c'est l'heure du midi, ils ont faim, ils savent qu'ils vont avoir de la bouffe qui est quelque chose qu'ils aiment, parce que c'est des choses qu'ils vont demander. Fait que là, il y a comme un engouement. Le monde, tu sais, quand t'as faim, puis t'as de quoi que t'aimes devant toi, d'emblée, t'es de bonne humeur, puis t'as le goût de jaser, puis t'as le goût de... Tu sais, les plus belles discussions que j'ai eues dans ma vie, je pense, c'est autour d'un bon repas, tu sais. Fait que c'est de ça que le podcast est né. Puis là, on continue de le faire. Fait que, allez voir ça. On a des bien belles discussions. Ben, merci beaucoup. J'ai oublié de plugger que j'ai un OnlyFans aussi, où je marche sur des cactus nu-pieds. Oh, shit. C'est bon. Comment tu savais que j'avais ça? Je serais malade. Nu sur des cactus nu-pieds. De mon côté, j'ai mon Facebook, puis j'ai mon Instagram, puis le podcast, c'est Setup Premise Punch. Éventuellement, au moment où on se parle, il n'est pas encore sur Patreon, mais il va être éventuellement sur Patreon. Alors, avis aux intéressés, vous irez voir. Parce que quand les gens vont l'écouter, au moment où vous allez écouter le podcast, il va y va avoir un Patreon, mais bon, l'adresse n'est pas encore déterminée, puisque nous ne sommes pas encore
sur Patreon. Et allez écouter les Caprices de Laurent aussi. Ah, les Caprices de Laurent qu'on a fait ensemble, Simon et moi, des capsules web qui vont... au moment où on se parle, ils sortent aujourd'hui. Bon, évidemment, quand vous nous écoutez, ça fait un bout qu'ils sont déjà sortis, mais si vous ne connaissez pas ça, les Caprices de Laurent, c'est moi, Laurent, mais désagréable dans une cuisine qui est insupportable avec un réalisateur qui est écœuré. Qui est écœuré du gars blasé. C'est pas mal ça. Mais on a eu bien du fun à la fin de la capsule, vous avez quand même appris à faire une recette. Une vraie recette. C'est ça qui est formidable. Bon, aujourd'hui, par contre, on n'a rien appris et c'est ça qui est extraordinaire. Simon Delisle, Alex Didier Lambert, merci beaucoup. On se reparle pour un autre setup Prémisse Punch.